Un parfum entêtant de roses et de chandelles s'élevait dans la salle de bal, s'enroulant autour des épaules des invités, comme un voile invisible. Lady Héloïse de Beaumont, droite comme la justice, retenait son souffle près de la balustrade du grand escalier. En bas, la noblesse londonienne déployait toute sa splendeur. Étoffes précieuses, voix feutrées, promesses murmurées dans le froufroutement des jupes. Pourtant, sous la lumière crue des lustres, Héloïse percevait l'insécurité tapie derrière chaque sourire. Sa tante, Lady Agathe, la surveillait d'un œil acéré. « Rappelle-toi, Héloïse, il ne suffit pas d'être jolie pour assurer l'avenir d'une famille. Ce soir, le roi lui-même honore la réception. C'est une chance qu'il ne faut pas gâcher. » Héloïse, piquée au vif, répondit d'une voix à peine contenue. « Dois-je vendre mon cœur au plus offrant, tante ?» Un souffle agacé. « Ton esprit frondeur ne t'attirera que des ennuis. Regarde là-bas, le duc de Montfaucon vient d'entrer. » C'est lui qu'il te faut. Le nom du duc courait déjà de bouche en bouche. On racontait qu'il avait perdu sa jeune épouse dans des circonstances tragiques, que son regard de glace ne s'était jamais réchauffé depuis. On le disait inaccessible, aussi hautain que la falaise de Douvres. Héloïse suivit le mouvement du salon, son regard s'arrêtant sur une silhouette sombre près du roi. Le duc se tenait droit, presque figé, un visage d'une austérité frappante. Nul sourire n'effleurait ses lèvres. Son regard balaya la foule sans s'attarder, comme s'il se tenait à distance du monde entier. « Approche-toi, Héloïse, souffla sa tante. Un sourire, et tu conquéras sa froideur. » La jeune femme serra les pans de sa robe, s'obligeant à traverser la salle. Les conversations s'interrompaient sur son passage, mais elle n'y prêta guère attention. Arrivée à portée du duc, elle s'inclina avec grâce, croisant enfin son regard d'acier. « Votre grâce, le roi nous accorde ce soir un bal d'une rare magnificence. » Le duc inclina légèrement la tête. « La magnificence sied à la solitude, madame. » Héloïse haussa un sourcil, piqué. « Je n'ai jamais cru que la solitude soit un plaisir digne d'un bal. » Un frémissement imperceptible passa sur les traits du duc. Certains plaisirs ne sont pas faits pour durer. Un silence tendu s'installa. Héloïse sentit le poids des regards, la chaleur de la pièce, la tension contenue dans l'air. Pourtant, elle ne baissa pas les yeux. « Peut-être, votre grâce, qu'il existe des plaisirs qui méritent d'être redécouverts. » Un éclat d'ironie passa dans le regard du duc. Voilà une philosophie audacieuse. Derrière eux, la tante d'Héloïse observait la scène, les doigts crispés sur son éventail. Elle fit signe à sa nièce d'insister, d'un geste sec. Héloïse hésita, puis, dans un élan de sincérité, murmura « Parfois, il suffit d'une rencontre pour que la glace fonde. » Le duc détourna les yeux vers la fenêtre, là où la nuit s'étirait sur Londres. Et parfois, la glace ne fond jamais. Une valse débuta, les premiers accords résonnèrent. Les couples se formèrent, s'élançant sous la lumière dorée. Héloïse resta immobile, le cœur battant, piquée au vif par la froideur du duc, mais intriguée par la tristesse qu'elle devinait sous ses paroles. « Tu ne dois pas abandonner, Héloïse, » murmura sa tante en la rejoignant. « Tu dois attirer son attention, coûte que coûte, notre avenir en dépend. » Mais Héloïse, les yeux fixés sur le duc qui s'éloignait déjà dans la foule, sentit naître en elle un défi, un trouble nouveau. Que cachait-il derrière cette carapace? Quelle tragédie avait façonné cet homme inaccessible? Et plus fort que la peur de l'échec ou du scandale, elle sentit une promesse, celle d'une histoire qui ne faisait que commencer. Les jours s'étirèrent, tissés d'invitations, de salons feutrés et de rituels mondains. Depuis le bal du roi, Héloïse et le duc de Montfaucon s'étaient retrouvés à de multiples reprises, toujours cernés par la lumière crue des regards et le poids invisible des convenances. À chaque rencontre, leurs échanges causaient comme des passes d'armes, rapides, tranchants, inévitablement entrelacés d'une tension qu'Héloïse, malgré elle, commençait à guetter. Un matin, dans les jardins de Lady Wetherby, Héloïse surprit le duc à l'écart, absorbée dans la contemplation des pivoines. Elle tenta de l'ignorer,
mais il se tourna vers elle, la saluant d'un signe de tête. « Lady Héloïse, les pivoines semblent s'incliner devant votre passage. » Elle répondit, le menton haut. « Les fleurs sont plus sincères que certains compliments, votre grâce. » Un mince sourire, à peine une ombre, effleura ses lèvres. Les fleurs, au moins, n'attendent rien en retour. Elle répliqua, piquée. Elles offrent tout, sans rien promettre. Leurs regards se croisèrent, étincelants, avant que la marquise de Seaford n'intervienne pour entraîner Héloïse vers d'autres conversations, non sans lancer au duc un regard scrutateur. Au fil des réceptions, Héloïse sentit la tension monter. Le duc restait distant, parfois glacial, mais elle percevait, sous ses réponses laconiques, une attention aiguë, presque douloureuse. Il semblait la suivre des yeux, toujours à la lisière de ses pas, sans jamais s'avancer davantage. Dans les salons, les murmures allaient de bon train. La petite Beaumont, disait-on, n'est qu'une demoiselle ruineuse, à marier coûte que coûte. Le duc, il ne saurait s'abaisser. Les mots sifflaient dans l'air, écorchant la dignité d'Héloïse. Elle se sentait cernée, chaque sourire dissimulant un jugement. La pression familiale ne tardait pas à se faire sentir. Les lettres du créancier s'empilaient sur le secrétaire du salon, chaque missive plus menaçante que la précédente. Un matin, sa tante entra dans la chambre d'Héloïse, les traits tirés. « Il nous faut agir, ma chère. Lord Ashbury a fait savoir qu'il vous accorderait un entretien privé. Il possède des terres, des rentes. Il n'attend qu'un signe. » Héloïse, crispée, détourna le regard. « Il n'attend qu'une épouse docile. Je ne l'aime pas, tante. L'amour est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. » Lord Ashbury, bien qu'élégant et poli, n'éveillait en Héloïse qu'une lassitude froide. Il lui parlait de ses écuries, de ses projets d'agrandissement, de sa volonté d'une alliance harmonieuse. « Vous trouverez, j'en suis certain, la stabilité à mes côtés, Lady Héloïse. » Elle répondit avec un sourire contraint. La stabilité n'a jamais fait battre le cœur d'une femme. Il ne sembla pas l'entendre, déjà absorbé par ses propres mérites. Pour échapper à l'oppression de ses tractations, Héloïse tenta d'éviter le duc, redoutant le trouble qu'il provoquait en elle. Mais à chaque salon, elle surprenait son regard, froid et distant, posé sur elle à travers la foule. Cette surveillance silencieuse la troublait plus encore que ses paroles. Un soir, l'opéra de Covent Garden ouvrait ses portes à la crème de l'aristocratie. Héloïse, vêtue d'une robe de soie bleu nuit, s'installa dans la loge familiale entourée de sa tante et de quelques connaissances. À l'entracte, elle se glissa dans le couloir, cherchant un souffle d'air loin des chuchotements. Mais à peine avait-elle quitté la loge qu'elle fut abordée par Lord Renshaw, un jeune homme notoire pour ses manières cavalières. « Lady Héloïse, je vous croyais plus hardie. Voilà donc que vous fuyez la compagnie. » Elle tenta de s'éclipser, polie mais ferme. Il insista, se plaçant devant elle, bloquant le passage. « Accordez-moi une danse ou, à défaut, quelques paroles aimables. » Héloïse sentit l'inconfort la gagner. Derrière elle, les regards commençaient à converger, prêts à déformer la scène en scandale. Elle chercha une issue, la voix tremblante mais résolue. « Je vous prie de me laisser passer, Lord Renshaw. » Soudain, une silhouette sombre s'approcha, imposante, l'autorité dans chaque geste. Le duc de Montfaucon se posta entre Héloïse et Lord Renshaw, son regard d'acier fixé sur ce dernier. « Lord Renshaw, vous importunez une dame. Je vous conseille de rejoindre votre loge. » Renshaw, décontenancé, balbutia quelques excuses avant de battre en retraite. Le duc se tourna alors vers Héloïse, la voix basse mais ferme. « Il ne faut jamais accorder d'importance aux hommes qui ne savent pas se tenir. » Héloïse, le souffle court, sentit la colère et la gratitude se mêler en elle. « Je n'ai pas demandé à être secouru, votre grâce. » Il soutint son regard, impassible. « Peut-être, mais il n'était pas question de vous laisser seul face à l'indécent. » Ils restèrent un instant dans ce couloir, la lumière dorée jouant sur les traits fermés du duc, la poitrine d'Héloïse soulevée par l'émotion. Une tension nouvelle s'installait, plus intime, plus troublante encore. Elle devinait dans ses yeux une inquiétude
qu'il dissimulait maladroitement sous la réserve. « Vous semblez me surveiller, votre grâce. » Un silence, puis « Je veille à ce que votre réputation ne soit pas compromise. » Héloïse sourit, amère. « Ou peut-être craignez-vous qu'elle entache la vôtre. » Le duc détourna le regard, un éclat de tristesse dans la voix. « On m'a déjà tout pris. Je ne supporterai pas de voir une innocente payer pour les erreurs des autres. » Avant qu'Héloïse ne puisse répondre, la cloche de l'entracte sonna, appelant les spectateurs à regagner leur place. Le duc s'inclina, lui tendant la main. « Permettez-moi de vous raccompagner, Lady Héloïse. » Elle hésita, puis glissa sa main dans la sienne. Ce contact, bref mais intense, résonna en elle longtemps après qu'ils eurent rejoint la loge, sous le regard soulagé de Lady Agathe et l'attention redoublée des spectateurs. Dans l'obscurité de la salle, alors que les premiers accords de l'orchestre s'élevaient, Héloïse sentit le trouble grandir en elle. La pression familiale, les regards, la menace d'un mariage sans amour, tout semblait soudain plus insupportable. Mais, en filigrane, la présence du duc, sa protection inattendue, éveillait un espoir dangereux. Qu'allait-elle choisir? Le devoir ou le désir? L'ombre du passé ou la promesse d'un avenir incertain? Les jeux étaient loin d'être faits, et le rideau, pour Héloïse, venait à peine de se lever. Le soleil de juin s'épandait en larges nappes dorées sur la pelouse du domaine royal, où tentes de lin blanc, coussins brodés et nappes de dentelle composaient un décor d'insouciance. Pourtant, sous la gaieté feinte du pique-nique, l'air était chargé d'électricité. Les conversations bruissaient, les regards s'épiaient, et chacun sentait, à fleur de peau, la tension qui montait comme l'orage au loin. Héloïse, vêtue d'une robe claire, s'était éloignée du cercle des dames, un panier à la main. Elle avançait à pas lents parmi les massifs de rhododendrons, savourant un rare instant de solitude. Mais, alors qu'elle contournait toute une haie, des voix graves lui parvinrent, étouffées par les feuillages. Elle s'arrêta, retenant son souffle. Le roi, assis sur un banc d'acajou, s'adressait au duc de Montfaucon, son ton ferme, presque impérieux. « La cour et le royaume tout entier attendent de vous, Montfaucon, que vous donniez l'exemple. Une alliance avec la famille d'Harcourt consoliderait la paix entre nos maisons. » Le duc répondit, sa voix mesurée mais inflexible. « Sire, je ne puis engager mon nom pour des raisons politiques. Mon deuil est récent, et mon cœur n'est point disponible pour une union sans affection. » Le roi, piqué au vif, insista. « L'exemple, monsieur, prévaut sur les sentiments privés. Vous portez un titre, et ce titre vous oblige. » Héloïse sentit le sang battre à ses tempes. Elle connaissait la solitude du duc, mais découvrir son refus d'obéir au roi l'émut, autant que sa franchise la fascinait. Elle crut voir dans la posture raide du duc une colère contenue, une fêlure à peine dissimulée. Au retour, elle croisa le duc près du buffet, où il s'était réfugié à l'écart des courtisans. Leur regard se heurta, une tension muette vibrante entre eux. « Vous aimez défier les puissants, votre grâce ?» osa-t-elle, sa voix plus vive qu'elle ne l'aurait voulu. Il haussa un sourcil, un éclat d'ironie dans les yeux. « Et vous, Lady Héloïse, vous aimez surprendre les conversations derrière les hayes ?» Elle rougit, mais ne se déroba pas. Il est des vérités qu'on n'entend jamais dans les salons. Le duc, soudain grave, la détailla avec une attention nouvelle. Peu de gens ont le courage de dire ce qu'ils pensent. Vous le faites sans détour. Elle répondit, un peu tremblante. Je n'ai pas le luxe du mensonge, votre grâce. Un silence lourd s'abattit. Héloïse sentit le regard du duc s'attarder sur elle, non plus avec froideur, mais avec une curiosité mêlée d'admiration, presque de trouble. Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, Lady Agathe apparut, furieuse. « Héloïse, revenez! Il n'est pas convenable de s'isoler ainsi. » Dans l'après-midi, les commérages redoublèrent de violence. On glosait sur la ruine imminente des Beaumont, sur la santé fragile de Madame de Beaumont, sur la possible disgrâce du duc soupçonné d'un passé entaché de secrets.
On raconte qu'il a été contraint d'épouser la défunte duchesse pour éponger des dettes familiales. Sa froideur n'a d'égal que l'orgueil des Beaumont. Les mots acides glissaient d'un groupe à l'autre, s'infiltraient dans les plis des robes et dans les regards fuyants. Héloïse s'efforçait de soutenir la dignité de sa famille, mais chaque sourire devenait une épreuve. Le soir, un messager lui remit une lettre hâtive. Sa mère, restée à la campagne, était tombée gravement malade. La nouvelle brutale acheva de faire vaciller la fragile assurance d'Héloïse. Sa tante, bouleversée, chuchota. « Les médecins exigent un paiement immédiat. Si nous ne réglons pas nos dettes, nous perdrons jusqu'à la maison de Beaumont. » Dans la nuit, Héloïse, seule, se laissa aller à la détresse. Le visage pâle de sa mère lui hantait l'esprit. Dans la lumière vacillante d'une bougie, elle se promit de tout tenter pour sauver sa famille, même au prix de son propre bonheur. Ce fut le lendemain, alors que Lady Agathe comptait fébrilement les pièces d'argent, qu'une somme inattendue fut versée chez le notaire. La lettre d'accompagnement était anonyme, sans sceau, mais la générosité du geste ne laissait aucun doute. « Un ange veille sur nous, Héloïse, » murmurait sa tante, les larmes aux yeux. Héloïse, elle, sentit son cœur se serrer. Il n'y avait qu'un homme à Londres capable d'un tel acte et d'une telle discrétion. Le duc, de son côté, errait dans son salon sombre, une lettre froissée dans la main. Il songeait à la jeune femme dont la droiture et la passion défiaient les convenances. Malgré lui, il s'était surpris à guetter sa silhouette, à s'inquiéter de sa peine. Est-ce donc cela, s'attacher à quelqu'un? Pensa-t-il, le regard perdu dans la nuit. Il avait voulu rester à l'écart, mais la détresse d'Héloïse l'avait ému, brisé la carapace de ses résolutions. Un simple geste anonyme, rien de plus. Mais déjà, il sentait que la frontière entre devoir et désir devenait floue. Héloïse, pour sa part, garda le secret de cette aide providentielle. Elle remercia publiquement le destin, mais son regard, lorsqu'il croisa celui du duc lors d'une réception, fut chargé d'une reconnaissance muette, d'une promesse silencieuse. Il la salua sans un mot, mais dans ses yeux brillait une admiration nouvelle, et peut-être un espoir qu'il n'osait encore nommer. Alors que les rumeurs continuaient de s'enfler, que la maladie de sa mère pesait sur chaque jour, Héloïse décida de se battre, désormais armée d'une force qu'elle ne soupçonnait pas. Le jeu des apparences se poursuivait, plus dangereux que jamais, mais l'étau se resserrait. Le moment de choisir approchait, et nul ne pouvait prévoir qui en sortirait vainqueur. L'aube se leva sur le domaine royal enveloppé d'une brume légère, déposant sur la lande une clarté d'opale. Les chevaux piaffaient près du perron, les fusils étincelaient dans les mains gantées des cavaliers, et la fine fleur de l'aristocratie s'assemblait pour la chasse annoncée par le roi. Les voix étaient feutrées, l'excitation contenue, les regards calculés. Au centre du rassemblement, le duc de Montfaucon, impassible sous son habit de velours sombre, donnait les instructions avec la précision d'un général. Héloïse, droite sur sa monture, écoutait d'une oreille distraite, le regard perdu vers la lisière du bois où la brume persistait. Elle n'aimait ni la chasse ni la cruauté qu'elle devinait sous le vernis des traditions. Sa présence n'était qu'une concession à l'étiquette, un énième effort pour préserver la réputation de sa famille. Le duc s'avança vers le groupe des dames, son regard d'acier s'arrêtant un instant sur Héloïse. « Les dames resteront sur la clairière. La traque sera rude, et les chemins boueux, » déclara-t-il d'un ton sans appel. Lady Wetherby acquiesça, déjà nerveuse, mais Héloïse, piquée par la morgue du duc, se redressa. « Je monte à cheval depuis l'enfance, votre grâce, je n'ai nul besoin d'être ménager. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le duc, visiblement contrarié, répliqua. « Ce n'est pas une question de courage, Lady Héloïse, mais de raison. Les forêts sont dangereuses. » Héloïse le fixa, la voix vibrante de défi. La peur n'a jamais protégé personne. Un silence tomba, si lourd qu'on entendit les oiseaux s'envoler dans les arbres voisins. Plusieurs pairs échangèrent des regards scandalisés. Lord Ashbury, non loin, lança à demi-voix. « Elle va trop loin. » Le roi, amusé,
trancha qu'on laisse Lady Héloïse faire ses preuves, mais sous la responsabilité du duc. L'incident, relayé par les chuchotements, souleva une vague de commentaires acerbes. Héloïse sentit les regards peser sur elle, tandis qu'elle suivait le groupe avancé, talonnant son cheval d'un air décidé. Le duc, à ses côtés, gardait le visage fermé, mais ses mains crispées sur les rênes trahissaient sa tension. La battue débuta dans les sous-bois humides. Les aboiements des chiens, les cris des piqueurs et le claquement des sabots composaient une symphonie sauvage. Héloïse, grisée par la vitesse, s'éloigna un instant du sentier balisé, suivant un lièvre effarouché. C'est alors que le destin, ou la maladresse, fit basculer la scène. En tentant de franchir un fossé, son cheval trébucha, manquant de la désarçonner. Le duc, se portant à sa hauteur, tenta de saisir la bride. Doucement, Lady Héloïse. Mais dans la confusion, son fusil, mal calé, s'accrocha à une branche. Un coup partit, effleurant le bras du duc. Il poussa un cri étouffé, s'immobilisant, la manche entaillée, une traînée de sang perlant sur la chemise blanche. Un souffle glacé parcourut la clairière. Les cavaliers accoururent, les yeux agrandis par l'horreur. « Mon Dieu, elle a blessé le duc !» La rumeur se propagea plus vite qu'une traînée de poudre. Héloïse, décomposée, descendit de cheval, les mains tremblantes. « Je ne voulais pas, » balbutia-t-elle, la gorge nouée. Le duc, pâle et droit, s'efforça de rassurer l'assemblée. Ce n'est rien, une simple égratignure. Mais la réprobation était déjà inscrite sur tous les visages, plus vive que la douleur physique. Lady Agathe se précipita vers Héloïse, chuchotant d'une voix blanche. « Tu as ruiné ce qui nous restait d'honneur. » Le reste de la chasse fut annulé. Le roi, d'abord soucieux, se montra clément, mais la haute société, elle, ne pardonna pas. Les murmures redoublèrent. Les regards devinrent plus durs encore. Héloïse, enfermée dans sa chambre au retour, sentit le poids du scandale la submerger. Au crépuscule, alors que le domaine sombrait dans le silence, un valet frappa discrètement à sa porte. « Sa grâce désire vous parler. Il attend dans la serre. » Héloïse hésita, puis, le cœur battant, traversa les couloirs déserts jusqu'à la serre où la lumière des lanternes jetait des ombres mouvantes sur les feuillages. Le duc l'attendait, le bras bandé, le visage fermé. Mais dans ses yeux brillait une lassitude nouvelle, une fragilité qu'elle n'avait jamais vue. Il rompit le silence, la voix rauque. « Vous n'avez pas à vous excuser. Ce n'était qu'un accident. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Votre grâce, j'ai agi par orgueil. Je ne supportais pas d'être traité en enfant. » Un sourire triste effleura les lèvres du duc. « Vous n'êtes pas une enfant, Héloïse. Vous êtes la seule à oser me contredire. » Leur regard se chercha, intense, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. « Pourquoi tenez-vous tant à la distance ?» demanda-t-elle, la voix douce. Il détourna les yeux, luttant contre une émotion qui le submergeait. « Parce que l'attachement est un piège. J'ai aimé et j'ai perdu. Ma femme s'est morte en me haïssant. Je n'ai pas su la protéger de la solitude et du malheur. » Héloïse, bouleversée, s'approcha d'un pas, les mains jointes. « Vous n'êtes pas responsable de tout le malheur du monde. » Il la regarda alors, le masque tombé. « Mon honneur, ma famille, mes choix, tout cela a un prix. Mon père s'est ruiné pour sauver le nom des Montfaucon. J'ai sacrifié mon bonheur pour l'honneur, et je n'ai récolté que le vide. » Un silence s'étira, d'une densité presque insoutenable. Héloïse sentit la détresse de cet homme, la peur viscérale qui le tenait à distance. Son propre cœur, d'abord révolté contre lui, se mit à battre au rythme de la compassion. « Vous vous êtes muré derrière la douleur, mais cela ne vous protège pas, » murmura-t-elle. Le duc ferma les yeux, la voix brisée. « Et vous, Héloïse, pourquoi défiez-vous sans cesse les règles? Pourquoi prendre tous les risques ?» Elle sourit faiblement, le regard embué. « Parce que vivre sans passion, c'est déjà mourir. Je ne supporte pas l'idée de n'être qu'une ombre dans le tableau des autres. » Il avança d'un pas, la proximité troublante.
Son souffle souleva une mèche des cheveux d'Héloïse. « Vous m'avez blessée, Héloïse. Pas seulement aujourd'hui. Depuis le premier soir, vous ébranlez toutes mes certitudes. » Elle leva les yeux vers lui, bouleversée par la confession, par la tendresse farouche qu'elle devinait derrière la voix. « J'aurais voulu vous comprendre avant de vous juger. » Il esquissa un geste vers elle, puis s'arrêta, sa main suspendue dans l'air. « Je crains ce que je ressens pour vous. Je ne peux pas vous entraîner dans la disgrâce qui me suit. » La porte de la serre claqua dans le vent, ramenant la réalité, le monde extérieur et ses exigences. Les conventions, les dettes, la réputation, tout semblait conspirer contre eux. Pourtant, dans cette lumière dorée, il n'y avait plus que deux âmes nues, leur peur et leur désir mêlés, plus forts que toutes les lois sociales. Un long silence s'installa, lourd de promesses et d'interdits. Puis le duc recula d'un pas, reprenant son masque de froideur. « Nous devons être prudents, pour vous, pour votre famille. » Héloïse sentit la brûlure de la séparation, mais aussi une force nouvelle, née de la vérité partagée. Elle quitta la serre sans se retourner, la gorge serrée, le cœur en feu. Dans la nuit qui enveloppait le domaine, le scandale de la journée paraissait soudain dérisoire, face à la certitude de ce qu'elle venait de découvrir. L'homme derrière le duc, brisé mais vivant, vibrant d'un amour qu'il n'osait nommer. Au dehors, l'assemblée se repaissait encore de rumeurs et de jugements. Mais pour Héloïse, quelque chose avait changé à jamais. La distance imposée par les conventions semblait désormais minuscule face au vertige de ce qui les unissait. Restait à savoir si le courage du cœur saurait vaincre la peur et les chaînes de la société. Et qu'alors que la nuit s'épaississait, un doute lancinant persista. Jusqu'où Héloïse oserait-elle aller pour sauver l'homme qu'elle venait d'apprendre à aimer? La nuit du bal masqué chez l'ambassadeur de France était tombée sur Londres comme un sortilège, enveloppant la ville d'une fébrilité nouvelle. Les carrosses s'alignaient devant les grilles illuminées, et, derrière les hautes fenêtres, la lumière des lustres dansait sur les tentures écarlates. Héloïse, le cœur battant sous un domino d'argent, pénétra dans la salle bondée, attirée et inquiète tout à la fois par ce terrain de jeu, où les vérités s'effaçaient derrière les masques. Des rires fusaient, des murmures s'enlaçaient, mais sous le vernis de l'insouciance, la tension était palpable. Lord Ashbury, magnifique dans son costume vénitien, rôdait déjà, le regard fixé sur Héloïse comme un chasseur guette sa proie. Près du buffet, le duc de Montfaucon, masqué de velours noir, observait la scène, la mâchoire serrée, retenant ses élans derrière une dignité froide. La musique s'arrêta soudain pour laisser place à une valse. Lord Ashbury s'approcha d'Héloïse, la main tendue. « Accordez-moi cette danse, Lady Héloïse. » Elle hésita, consciente des regards rivés sur eux, puis céda, déterminée à ne pas offrir prise aux rumeurs. Il la mena au centre de la piste, guidant les pas avec une aisance trop assurée. « Vous brillez ce soir, » murmura-t-il. « Chaque homme ici rêve de vous démasquer. » Héloïse détourna la tête. Les masques protègent parfois plus qu'ils ne dissimulent. Soudain, la voix de Lord Ashbury se fit plus dure, à peine couverte par la musique. « Votre réputation, Lady Héloïse, ne tient plus qu'à un fil, un seul faux pas, et... » Il la serra contre lui, trop étroitement. « Relâchez-moi, Lord Ashbury, ou je serai contrainte d'appeler à l'aide. » Il ricana, bas. « Qui viendrait à votre secours, sinon celui qui vous observe depuis le début de la soirée ?» Le duc, en effet, s'était approché, attentif à la moindre alerte. Il coupa la valse d'un geste sec, saisissant le poignet d'Ashbury. « Vous oubliez les convenances, Lord Ashbury. » Relâché, Lady Héloïse. Ashbury, furieux, riposta. « Vous jouez un jeu dangereux, mon faucon. Vous prétendez la défendre alors que vous êtes le premier à nourrir les rumeurs. » Les voix montèrent, attirant un cercle de curieux, puis le roi lui-même, masqué mais reconnaissable, à son port altier. La tension monta d'un cran. « Messieurs, suffit !» ordonna le roi, la voix glaciale. Lord Ashbury, refusant de lâcher prise, lança, haut d'effort,
Lady Héloïse n'est pas aussi vertueuse que vous le croyez, sire. Son nom est déjà entaché par ses fréquentations. » Un souffle d'indignation parcourut l'assemblée. Héloïse, le visage brûlant d'humiliation, chercha à se dégager. Le duc fit un pas protecteur vers elle. « Cessez, Ashbury, vous dépassez les bornes. » Mais dans la confusion, Ashbury poussa le duc. Un éclat de voix, un mouvement brusque, et les deux hommes se firent face, prêts à en venir aux mains. Héloïse, prise au piège, sentit la panique l'envahir. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix perçant le tumulte. Dans la bousculade, Ashbury laissa tomber à terre un foulard brodé, le sien, qu'il avait subtilisé plus tôt. Il le brandit, triomphant. « Voyez, sire, preuve que cette jeune femme n'est pas celle qu'elle prétend être !» Des murmures outrés montèrent. Héloïse, suffocant, se tourna vers le duc, cherchant un soutien. Mais le duc, blessé dans sa fierté, parla trop vite, d'une voix dure. « Il est inutile de s'acharner, Ashbury. Lady Héloïse n'a rien à se reprocher. Du moins, pas à ma connaissance. » Les mots, prononcés pour la défendre, sonnèrent comme un doute. Héloïse, bouleversée, sentit sa colère éclater. Elle leva la main et, devant l'assemblée pétrifiée, gifla le duc à la joue. Le bruit sec résonna dans la salle, suspendant le temps. Un silence glacial s'abattit, plus terrible que les cris. Le roi s'avança, le regard de glace. « Lady Héloïse, que signifie ce scandale? J'exige une explication immédiate. » Autour d'eux, les masques tombèrent, révélant des visages avides de drame. Lady Agathe et la courue, éplorée, tandis que la famille d'Héloïse, anéantie, se rassemblait en cercle défensif. Le duc, la joue marquée, fixa Héloïse avec un mélange de douleur et de fierté blessée. Il inclina la tête devant le roi. « Je prends sur moi toute la responsabilité de ce trouble, sire. Pardonnez à Lady Héloïse la violence de son geste. Elle a agi sous la pression, pensant sans doute que je cherchais à la manipuler. » Le roi fronça les sourcils. « Je veux la vérité, mon faucon. J'entends que ce scandale soit dissipé avant l'aube. » Les familles, accablées, murmurèrent des reproches. Lord Ashbury, triomphant, savourait la débâcle. Héloïse, livide, tenta de reprendre contenance. « Sire, je n'ai agi que pour défendre mon honneur. Je refuse d'être la proie des intrigues et des faux-semblants. » Mais la salle bruissait déjà de jugement. Le duc, blessé à la fois dans son orgueil et dans ses sentiments, recula d'un pas, le regard dur. « Puisque ma présence ne fait qu'ajouter au trouble, je vous laisse, sire, je me retire. » Sans attendre la permission royale, il quitta la salle, la tête haute mais les épaules voûtées par la défaite. Héloïse, pétrifiée, sentit une douleur inconnue l'envahir, plus cuisante que l'humiliation. Dans le tumulte, les alliances vacillaient, les réputations se jouaient sur un mot, un geste. Pour Héloïse, tout semblait s'écrouler. Le duc s'était éloigné, blessé à mort dans son orgueil, et le roi exigeait des comptes. L'avenir de sa famille, déjà fragile, vacillait sur un fil. Alors que le bal reprenait faiblement, chacun murmurant sur l'affront, Héloïse resta immobile au centre de la pièce, le masque glissant entre ses doigts. Son cœur, meurtri, n'aspirait qu'à une chose, comprendre enfin où menait la route brisée qu'elle venait d'emprunter, et s'il existait encore une chance de réparer ce qui venait d'être perdu. La lumière du matin s'infiltrait à travers les rideaux épais de la chambre d'Héloïse, dessinant sur le tapis des arabesques pâles et irréelles. Le silence pesait, interrompu seulement par le tic-tac solennel de l'horloge de marbre. Depuis le bal masqué, la maison Beaumont semblait s'être figée dans la honte et la crainte. Héloïse, recluse par ordre de sa tante, n'avait plus le droit de franchir le seuil. Les volets restaient clos, les visites prohibées. La disgrâce s'était abattue comme une brume sur la demeure. Dans les salons, Lady Agathe dictait ses volontés à voix basse, la mine plus grave chaque jour. Les journaux, arrivés au petit matin, circulaient de main en main les titres racoleurs en caractères gras. Scandale au bal de l'ambassadeur. La gifle qui bouleverse la haute société. Lady Héloïse Beaumont,
héroïne ou déshonorée. Les récits, déformés, s'étendaient sur des colonnes entières, exagérant la scène, brodant sur la supposée liaison entre Héloïse et le duc, l'insinuant complice d'intrigues indignes. Les regards des domestiques s'abaissaient à son passage. Les chuchotements se multipliaient derrière les portes closes. Héloïse, enfermée dans sa chambre, oscillait entre la colère et l'abattement. Les heures s'étirèrent, rythmées par la lecture compulsive de lettres jamais envoyées, par l'angoisse sourde qui la rongeait. Chaque souvenir du bal, le regard blessé du duc, la stupeur du roi, la clameur étouffée de la salle, la hantaient, revenant la tourmenter jusque dans ses rêves. Un matin, Lady Agathe entra, droite comme la loi, son visage fermé par la détermination. « Il faut agir, Héloïse. Ton nom est sur toutes les lèvres. Nous ne pouvons plus rester à Londres. » Héloïse se redressa, défiant la sentence. « Vous voulez m'exiler à la campagne, comme une coupable. Tu ne comprends donc pas? Les invitations s'arrêtent. Plus un seul parti ne s'intéressera à toi, si tu restes visible. » La voix d'Héloïse se fit tranchante. « Je ne me cacherai pas comme une lâche. Je ne regrette pas d'avoir défendu mon honneur. » Lady Agathe, les traits tirés, soupira. L'honneur d'une femme ne vaut rien sans la réputation. La tension monta. Les repas partagés devinrent des duels silencieux. La moindre parole se changeait en affrontement. « Ma chère, tu ne songes qu'à toi. La survie de notre nom dépend de ton obéissance. Je refuse de vendre mon âme pour sauver quelques apparences, tante. » Au fil des jours, la situation devint insoutenable. Un matin, on annonça la visite de Lord Ashbury. La nouvelle fit l'effet d'un coup de tonnerre. Lady Agathe, croyant voir en lui le dernier recours, ordonna qu'Héloïse le reçoive dans le petit salon, à huis clos. Lord Ashbury entra, l'allure assurée, le regard calculateur. Il la salua d'un sourire condescendant, prenant place sans attendre qu'on l'y invite. « Lady Héloïse, je viens dans un esprit de conciliation. La société adore les scandales, mais elle se lasse vite. Votre nom, je puis le sauver. » Elle se raidit, la voix froide. « À quel prix ?» Il haussa les épaules, feignant la générosité. « En acceptant de devenir Lady Ashbury, je vous offre la sécurité, la protection, le retour en grâce qui... » Un silence glacial s'abattit. Héloïse sentit la colère monter, brûlante. « Vous voulez m'acheter, Lord Ashbury, mais mon honneur ne se vend pas. Je préfère l'exil à la compromission. » Il sourit, narquois. « Vous n'aurez pas d'autre occasion. Demain, vous ne serez plus rien. » Elle croisa son regard, farouche. « Je préfère être rien que de vous devoir ma dignité. » Il se leva, vexé, et quitta la pièce sans saluer. Lady Agathe, qui avait épié la scène derrière la porte, entra aussitôt, furieuse. « Tu refuses la seule main tendue. Tu condamnes ta mère, ta sœur, moi-même à la ruine et au déshonneur. » Héloïse, debout, la silhouette tendue, répondit avec une gravité nouvelle. « Si nous devons tomber, ce sera debout, pas à genoux devant un homme sans âme. » La rupture fut consommée. Lady Agathe n'adressa plus la parole à Héloïse de toute la journée, la laissant seule face à l'hostilité de la maison. Dans la solitude croissante de sa réclusion, Héloïse se réfugiait dans la lecture, la musique ou l'écriture de lettres qu'elle n'envoyait pas. Mais rien n'apaisait le tumulte intérieur. Parfois, elle se surprenait à guetter le bruit d'un carrosse dans la cour, le retour improbable du duc, le seul capable de briser la spirale du malheur. Mais il était parti, disait-on, replié dans son domaine, fuyant Londres et la honte. À plusieurs lieues de là, dans la campagne anglaise enveloppée de bruine, le duc de Montfaucon arpentait les couloirs de son manoir, hanté par le souvenir d'Héloïse. La gifle, l'humiliation publique, la déflagration du scandale. Tout cela tournait dans son esprit, le privant de sommeil. Il passait des heures devant la fenêtre, les yeux perdus dans les brumes de la lande, cherchant dans le passé les raisons de son propre échec. Ses domestiques se le trouvaient changé, plus taciturne encore qu'à l'ordinaire. Il repoussait les visites, refusait la compagnie, ne sortait plus que pour de longues chevauchées solitaires.
Un soir, assis dans la bibliothèque, il relut la lettre jamais envoyée à Héloïse, écrite dans la fièvre, après la chasse. « Je crains ce que je ressens pour vous. Je ne peux vous entraîner dans la disgrâce qui me suit. » Les mots lui parurent soudain dérisoires face à la réalité. Il se remémora la voix d'Héloïse, vibrante de dignité, son regard incandescent lorsqu'elle avait défié Ashbury et la cour tout entière. La solitude le rongeait, mais une autre douleur le tenaillait, plus aiguë. La certitude d'avoir blessé la seule femme qu'il ait jamais émue depuis la mort de son épouse. Les paroles d'Héloïse résonnaient en lui, sa force, son refus de la compromission, son courage face à l'injustice. Parfois, il songeait à tout abandonner, à rester à jamais reclus dans le silence de ses terres. Mais le souvenir de la jeune femme, giflant le monde pour sauver son honneur, le poursuivait, obsédant. « Ai-je donc fui, moi aussi ?» se demanda-t-il, accablé de honte. Une nuit sans sommeil, il fit appeler son valet. « Préparez mon équipage, je retourne à Londres. » Le domestique, surpris, osa un regard inquiet. « Mais, votre grâce, les journaux ?» Montfaucon le coupa d'un ton sans réplique. « Je n'ai que faire des journaux. » Il y passa le reste de la nuit à marcher, la tête pleine de projets et de doutes. Qu'allait-il trouver à Londres? Une jeune femme brisée, une famille hostile, ou la force d'une passion capable de braver les conventions? Il se jura, quoi qu'il advienne, de ne plus laisser les peurs du passé diriger ses choix. À Londres, les jours s'étiraient, ternes et tendus. Les invitations se raréfiaient. Les amis d'autrefois évitaient la maison Beaumont, craignant d'être éclaboussés par le scandale. Seule la maladie de Madame de Beaumont suscitait encore quelques élans de compassion, mais même cela s'amenuisait devant la force de la rumeur. Un après-midi, Héloïse, lasse de sa prison dorée, s'échappa dans le jardin. Le parfum des roses lui rappela d'autres printemps, plus doux avant la chute. Perdue dans ses pensées, elle s'interrogea. Avait-elle eu tort de suivre son instinct, de préférer la solitude à la compromission? Le doute l'envahissait, mais une conviction subsistait, têtue. Elle ne pouvait vivre qu'en accord avec elle-même. Lady Agathe l'observait de la fenêtre, le visage fermé par la rancune. « Tu finiras seule, Héloïse », murmura-t-elle, amère. Mais la jeune femme, droite parmi les ombres du jardin, semblait animée d'une force nouvelle, celle qui naît de l'épreuve. Lorsque le carrosse du duc franchit à nouveau les portes de Londres, la ville bruissait encore du scandale. Montfaucon descendit, la mine sombre, résolu à affronter le tumulte. Il savait que la société ne lui pardonnerait pas de revenir. Pas plus qu'elle ne pardonnerait, et c'était à Héloïse sa révolte. Mais il n'était plus l'homme qui avait fui la douleur et la peur. Ce soir-là, dans la chambre silencieuse, Héloïse sentit un souffle d'espoir mêlé d'appréhension. Quelque chose dans l'air avait changé. Une promesse ou peut-être la menace d'un bouleversement à venir. Une certitude s'imposa à elle, aussi claire que le chant du merle dans la lumière naissante. L'heure des choix approchait, et rien, désormais, ne pourrait plus la détourner de son propre destin. L'agitation de Londres, ce soir-là, n'eut rien d'ordinaire. Les rumeurs couraient plus vite que les fiacres dans les ruelles pavées. Le duc de Montfaucon était revenu, surgissant dans la capitale sous prétexte d'affaires pressantes. Les salons bruissaient, les plumes s'agitaient, les regards guettaient l'ombre de son carrosse. On disait qu'il s'entretenait avec des ministres, qu'il avait été vu aux abords du palais. Mais derrière ces manœuvres, un tout autre motif guidait ses pas. Dans la pénombre des jardins royaux, à l'heure où les lanternes s'allumaient une à une, Héloïse marchait d'un pas vif, serrant contre elle le châle que lui avait jeté Lady Agathe à la hâte. Elle n'avait pas hésité lorsque la lettre du duc lui avait été remise, cachet brisé, mots sobres et brûlants. Ce soir, à la roseraie du palais, il faut que nous parlions. Elle s'attendait à tout, sauf à la revoir debout, figée entre deux statues, la silhouette drapée dans l'ombre et la tension. Le premier regard fut un choc. Il semblait à la fois plus las et plus déterminé. Le masque de la froideur à demi tombé, laissant transparaître une fièvre intérieure.
Le silence s'étira entre eux, lourd de souvenirs et de non-dits. Ce fut Héloïse qui rompit la glace, la voix vibrante d'un mélange de crainte et de défi. « Pourquoi m'avoir fait venir, votre grâce? La société s'impatiente, et ma famille me surveille comme une prisonnière. » Le duc hésita, cherchant ses mots. « Je ne pouvais plus rester loin de vous. J'ai cru pouvoir vous oublier, mais chaque jour m'a prouvé le contraire. » Elle détourna le regard, la gorge serrée. « Vous avez choisi de partir. Vous m'avez laissé seul face au scandale. » Le duc ferma les yeux, accablé. « Je n'ai pas fui par lâcheté. Je craignais d'aggraver votre situation. Je me croyais votre malheur. » Elle le coupa, la voix tremblante d'émotion. « Mon malheur, c'est d'avoir cru qu'il existait un homme capable d'aimer au-delà des conventions. » Un silence vibrant tomba, brisé seulement par le souffle du vent dans les rosiers. Le duc s'approcha, cherchant son regard. « Je ne peux nier ce que je ressens pour vous, Héloïse. Vous avez bouleversé tout ce que je croyais savoir sur le devoir, l'honneur, le désir. Mais vous savez ce que la société attend de moi, de nous. » Elle serra les poings, la voix plus dure. « La société a brisé mon nom, sali mon honneur. Je n'ai plus rien à perdre, sinon moi-même. » Le duc prit une longue inspiration, puis, d'une voix grave, déclara « Alors, laissons la société parler. Je vous propose le mariage. Un mariage de raison, pour apaiser les rumeurs, protéger vos proches et restaurer votre place. Vous serez libre, respecté, à l'abri des attaques. » Héloïse le regarda, abasourdie. « Un mariage de raison ?» Il hocha la tête, le visage fermé. « Ce serait le plus sage pour tous, un arrangement. Nous pouvons mener des vies parallèles, si vous le souhaitez. » Une colère froide envahit Héloïse. « Voilà donc tout ce que je mérite à vos yeux? Un arrangement? Une transaction pour sauver les apparences ?» Le duc recula, blessé. « Je veux vous protéger, Héloïse. Je ne peux vous offrir que cela. » Elle secoua la tête, la voix brisée. « Non, je refuse d'être votre allié par devoir. Je n'accepterai jamais un mariage sans amour. Je préfère le scandale à la servitude. » Il la fixa, bouleversé. « Vous me condamnez à l'impossible, Héloïse. Je ne sais plus aimer sans craindre de tout perdre. » Elle s'approcha, la voix tremblante d'une force farouche. « Ce n'est pas moi qui vous condamne, c'est votre peur. J'ai affronté la honte, le rejet, la solitude. Il ne me reste que la vérité de mon cœur. » Le duc détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité de ses yeux. « Je ne peux pas. Je ne sais pas aimer autrement qu'avec prudence. » Héloïse sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se redressa, digne. « Alors, nous n'avons rien à nous offrir. Je ne serai jamais la femme d'un homme qui se protège de lui-même. » Un silence, plus douloureux que tous les mots échangés, s'installa. Les lanternes jetaient des reflets d'or sur leurs visages bouleversés. La brise portait, dans l'obscurité, le parfum entêtant des roses en fleurs, des roses qui, elles, n'avaient pas peur de se laisser blesser. Le duc, accablé, fit un pas vers elle, la main tendue. « Héloïse, attendez. » Mais elle recula, la voix ferme malgré les sanglots contenus. « Non, votre grâce, pas cette fois. J'ai trop perdu pour accepter moins que l'amour. » Elle s'éloigna à pas rapides, disparaissant dans la nuit, le cœur battant, les épaules raidies par la douleur et la fierté. Le duc resta seul, figé dans la lumière tremblante, incapable de la suivre, partagé entre le soulagement de n'avoir pas menti et l'angoisse d'avoir tout perdu. Les jours suivants, Londres vécut dans une attente fébrile. Les rumeurs de la rencontre secrète circulaient déjà. On spéculait sur la décision du duc, sur le refus d'Héloïse. Les familles, suspendues au fil des conversations, retenaient leur souffle. Les journaux se délectaient de chaque détail, chaque silence, chaque absence remarquée dans les salons. Héloïse, recluse dans la maison familiale, refusait toute visite, même celle de sa mère convalescente, bouleversée de la voir si pâle. Lady Agathe, plus dure que jamais, multipliait les reproches. « Tu viens de rejeter la seule planche de salut. » Mais Héloïse, malgré la douleur, tenait bon. Elle ne voulait plus rien céder à la peur, ni à l'orgueil, ni à la société.
De son côté, le duc errait dans ses appartements, hanté par la dernière image d'Héloïse. Il revivait leur échange, chaque mot, chaque regard. Il comprenait maintenant ce qu'elle avait exigé. Non pas une protection, mais une foi absolue. Il se heurtait à ses propres limites, à la peur ancienne de perdre, de souffrir, de s'abandonner à l'amour sans défense. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Le vide laissé par le départ d'Héloïse n'était plus seulement une blessure. Il devenait un appel, une nécessité. Il comprenait enfin que la prudence était la plus cruelle des solitudes. Mais le temps pressait. La société, lassée d'attendre, réclamait une décision. On murmurait que le roi lui-même voulait trancher, que Lord Ashbury n'avait pas renoncé à ses ambitions. Dans le tumulte grandissant, Héloïse et le duc se retrouvaient séparés par un mur d'orgueil et de douleur. Mais pour la première fois, chacun portait en soi la marque indélébile de l'autre. Ils avaient touché du bout des doigts la possibilité d'un bonheur plus grand que la peur. Restait à savoir qui, le premier, oserait franchir le dernier pas, et à quel prix. Dans l'attente suspendue où tout Londres retenait son souffle, les cœurs, blessés mais transformés, se tenaient prêts à braver la tempête. La lumière grise d'un matin d'été filtrait à travers les rideaux lourds de la maison Beaumont. Depuis quelques jours, la demeure s'était muée en un sanctuaire silencieux, où le moindre bruit semblait sacrilège. Dans la chambre principale, la mère d'Héloïse luttait contre une fièvre opiniâtre, les joues creusées, le souffle court. Les médecins se succédaient, impuissants, tandis que la maisonnée marchait sur la pointe des pieds, attendant, dans l'angoisse, un signe d'amélioration. Héloïse, elle, ne se laissait pas abattre. Loin de s'effondrer, elle avait repris la gestion du foyer d'une main ferme. Elle veillait chaque nuit au chevet de sa mère, rédigeait la correspondance, réglait les factures, rassurait la domesticité inquiète et portait assistance à sa sœur cadette, égarée dans ce tumulte. Sa voix calme, ses décisions rapides imposaient le respect. Même Lady Agathe, d'abord prompte à critiquer, observait sa nièce avec une admiration croissante, dissimulée derrière une réserve maladroite. Un matin, alors qu'Héloïse vérifiait le stock d'herbes médicinales, une lettre cachetée aux armes royales fut remise par le majordome. Lady Agathe, blême, lut à haute voix. Sa Majesté le roi requiert la présence immédiate de Lady Héloïse de Beaumont et du duc de Montfaucon à Buckingham. Le silence tomba, chargé de crainte et d'espoir. Le roi, murmura la sœur d'Héloïse, effrayée. Mais Héloïse, droite, répondit sans hésiter. Nous n'avons rien à cacher. Je me présenterai. Le duc reçut la même convocation. Lorsqu'il lut l'ordre royal, il sentit son cœur se serrer. Lui qui avait toujours fui l'exposition publique n'avait d'autre choix que d'affronter la lumière crue du pouvoir. Pourtant, il n'éprouva ni peur ni colère, mais une détermination nouvelle, nourrie par la mémoire du regard d'Héloïse. Il se prépara avec une gravité silencieuse, résolu à soutenir la jeune femme, quoi qu'il advînt. Le lendemain, la cour royale déploya tout son faste. Les ors du palais brillaient, les tapis rouges étouffèrent le bruit des pas. La rumeur du scandale avait précédé les deux protagonistes, attisant la curiosité et la suspicion des courtisans massés dans l'antichambre. Lorsque le roi entra, majestueux dans son uniforme bleu nuit, le silence s'imposa aussitôt. « Approchez, Lady Héloïse, approchez, duc de Montfaucon. » La voix royale résonna, solennelle. Héloïse inclina la tête, les joues pâles, mais le regard assuré. Le duc, à ses côtés, semblait aussi tendu qu'un arc prêt à rompre. Le roi fixa Héloïse avec une intensité déconcertante. Depuis des semaines, la cour s'agite, la presse se déchaîne, et vos deux noms sont sur toutes les lèvres. Votre réputation, mademoiselle, et celle du duc sont en jeu. Expliquez-vous. Un murmure parcourut la salle, mais Héloïse ne broncha pas. Elle leva les yeux vers le souverain, sa voix posée, claire. « Majesté, je suis venu pour défendre mon honneur, mais aussi celui du duc de Montfaucon. Nous avons été pris dans un engrenage de rumeurs, de malentendus et d'orgueil blessé. Mais jamais je n'ai manqué à la dignité d'une demoiselle, ni à la loyauté envers ma famille.
Le roi pencha la tête, intrigué. Pourtant, Lady Héloïse, vous avez agi avec audace, défiant la société, le protocole, et même le duc, lors du fameux bal. Un frémissement parcourut la cour. Les visages, avides de drame, attendaient une chute, une faiblesse. Mais la jeune femme soutint le regard royal, droite dans sa vérité. J'ai agi par conviction, sire. On m'a accusé de folie, d'impulsivité, mais je n'ai fait que protéger ce qui restait de mon honneur. J'ai refusé un mariage d'intérêt, j'ai rejeté la facilité du silence. Et si j'ai blessé le duc, c'est parce que je croyais qu'il jouait avec mes sentiments. Aujourd'hui, je reconnais ma part de tort, mais je revendique la sincérité de mes actes. Le roi, déstabilisé, se tourna vers le duc. « Et vous, mon faucon ?» Le duc, la gorge serrée, répondit d'une voix grave. « Je n'ai jamais cherché à nuire à Lady Héloïse. J'ai agi par orgueil, par peur, sans oser nommer mes véritables sentiments. Mais je ne peux laisser la rumeur salir son nom. Je prends l'entière responsabilité de mes erreurs. » Un silence s'installa. Le roi, touché par la dignité de leurs paroles, sembla réfléchir longuement. La cour n'a que faire de l'orgueil, ni des querelles privées. Mais je reconnais en vous, Lady Héloïse, un courage rare, et en vous, mon faucon, une honnêteté que je n'attendais plus. Dans l'assistance, Lady Agathe, Madame de Beaumont et la sœur d'Héloïse se tenaient serrées, les mains jointes, le visage ému. Pour la première fois, elles virent en Héloïse non plus une enfant à corriger, mais une femme de caractère, digne d'être soutenue. Le roi s'approcha d'Héloïse, la regardant droit dans les yeux. « On vous a reproché votre insolence, mais c'est votre sincérité qui sauve aujourd'hui votre cause. Que souhaitez-vous » Héloïse prit une inspiration profonde, sentant tous les regards posés sur elle. « Je souhaite seulement que la vérité soit dite, sire, que nul ne soit condamné pour avoir aimé ou tenté d'aimer, que la société comprenne qu'il n'y a pas de honte à défendre sa dignité. » Le roi s'esquissa un sourire, rare et sincère. Voilà une leçon dont la cour devrait se souvenir. Autour d'eux, les murmures changèrent de nature. L'admiration l'emportait sur la suspicion. Lady Agathe, les yeux brillants de larmes, serra la main de Madame de Beaumont, bouleversée. « Ma nièce, quelle force !» Le duc, debout, à côté d'Héloïse, sentit un frisson le parcourir. Il la regarda, bouleversé, découvrant chez elle une grandeur d'âme qu'il n'avait jamais su nommer. Tout ce qu'il avait tenté de fuir, la passion, la peur, l'incertitude, se transformait en évidence. Il ne pouvait plus nier l'amour qu'il éprouvait pour cette femme. La cour fut congédiée dans un tumulte d'émotions. Héloïse rejoignit sa famille, accueillie avec chaleur et respect. Sa mère, affaiblie mais lucide, lui prit la main. « Ma fille, tu as sauvé notre nom. Je suis fier de toi. » Lady Agathe, vaincue, murmura. « Pardonne-moi, Héloïse. J'ai voulu te protéger, mais c'est toi qui nous as protégés. » Le duc, de son côté, resta un instant en retrait, submergé par la force du moment. Il comprit, dans ce palais où tant de vies s'étaient brisées pour moins, que l'amour n'était pas une faiblesse, mais la plus grande des bravoures. Il savait, désormais, qu'il ne pourrait plus vivre en reniant ce qu'il portait en lui. La société, elle, retenait son souffle. Le scandale semblait s'effacer devant la dignité d'Héloïse et la sincérité du duc. Mais tous attendaient encore une décision, un geste, un mot, qui scellerait leur destin. Dans l'air vibrant du palais, alors que le soleil déclinait, Héloïse et le duc sentaient que le temps des choix était venu. Leur cœur, libéré du poids du silence, était prêt à affronter l'avenir, quel qu'il soit. La rumeur d'une possible union entre Héloïse de Beaumont et le duc de Montfaucon agitait toute la capitale. Mais derrière les façades élégantes et les sourires de convenance, les obstacles se dressaient, plus âpres et plus menaçants que jamais. Au manoir des Montfaucon, la famille du duc tenait conseil dans le salon boisé. La voix du vieux comte, oncle du duc, claquant comme un fouet. « Il est hors de question d'unir notre nom à une famille ruinée et déshonorée. Cette Héloïse n'apporte que scandale et embarras. La duchesse douairière,
les mains jointes sur sa canne, renchérit. Le roi a beau s'enticher de la jeune femme. La noblesse ne pardonnera pas une telle mésalliance. Montfaucon mettra en péril des siècles d'honneur. Le duc, debout près de la fenêtre, gardait le silence. Il sentait la pression de ses ancêtres peser sur ses épaules, mais le souvenir d'Héloïse, son courage, sa voix, la lumière de ses yeux, revenait sans cesse, insoumis à toute logique familiale. À la maison Beaumont, l'atmosphère était tout aussi lourde. Les créanciers, encouragés par les rumeurs, faisaient parvenir chaque jour de nouvelles menaces. Une lettre, écrite d'une main rageuse, fut déposée sur le bureau d'Héloïse. Si votre famille ne règle pas ses dettes sous huitaine, la saisie sera inévitable. Lady Agathe, épuisée, serrait les lèvres. Nous n'avons plus rien à vendre, Héloïse, mais Héloïse ne trembla pas. Il reste notre dignité et notre vérité. Un matin, alors qu'Héloïse triait la correspondance, elle tomba sur une enveloppe sans nom, cachetée d'un sceau inconnu. Elle l'ouvrit, le cœur battant. Quelques lignes, tracées d'une écriture ferme, la firent pâlir. Sachez que le duc de Montfaucon a vendu l'une de ses propriétés pour éponger vos dettes. Il a agi dans l'ombre, refusant tout honneur pour ce sacrifice. Héloïse, bouleversée, sentit les larmes lui monter aux yeux. Il avait donc tout risqué silencieusement, pour elle, sans rien attendre en retour. Lady Agathe, surprise par l'émotion de sa nièce, s'approcha. « Que contient cette lettre ?» Héloïse la lui tendit. « Il a sauvé notre famille, tante. Il l'a fait pour nous, pour moi. » Sa tante, d'abord stupéfaite, laissa percer une sincère reconnaissance. « Voilà un homme digne de toi, Héloïse. » Héloïse sut alors qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle ne se contenterait plus d'être spectatrice de son propre destin. Elle devait le retrouver, lui parler, affronter la société entière s'il le fallait. On annonçait un bal chez le duc de Richmond, le plus fastueux de la saison. La rumeur voulait que le roi y fasse une apparition. Héloïse se prépara, résolue à saisir sa chance, la nuit du bal. La salle resplendissait de lustre et de soieries. Les invités, conscients de la tension, chuchotaient à chaque coin. Héloïse entra, la tête haute, vêtue d'une robe claire qui la faisait paraître presque irréelle. Dès qu'elle aperçut le duc, isolé près des fenêtres, elle s'avança, ignorant les murmures. Leur regard se croisa, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Montfaucon s'inclina, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Lady Héloïse, je ne pensais pas vous voir ce soir. » Elle répondit, déterminée. « Il est temps que cesse le silence, votre grâce. J'ai appris ce que vous avez fait pour ma famille. Pourquoi ce sacrifice ?» Un trouble passa dans les yeux du duc. Ce n'était rien. Je ne pouvais supporter de vous savoir en détresse. Héloïse s'approcha d'un pas, la voix claire, audible par tous. « Rien ? Vous avez tout risqué pour moi, alors que votre propre famille s'oppose à nous. » Le cercle des invités se resserra. Les chuchotements redoublèrent. Soudain, Héloïse sentit la force de la vérité couler en elle. Elle se tourna vers l'assemblée, sa voix perçant le tumulte. « Assez de secrets. C'est moi qui prends l'initiative ce soir. » Elle se plaça face au duc, le regardant droit dans les yeux. « Votre grâce, devant cette assemblée, je vous demande en mariage. » Non par devoir, ni par nécessité, mais parce que je vous aime et que je veux vous affronter, vous aimer, vous défier, chaque jour. Un silence abasourdi s'abattit. Les dames, choquées, portèrent la main à leur éventail. Les hommes échangèrent des regards stupéfaits. La famille du duc, blême, se leva, prête à protester. Mais le roi, présent au fond de la salle, s'avança, imposant le silence par sa seule présence. Il s'arrêta devant Héloïse, un sourire approbateur sur les lèvres. « Il est rare de voir une femme oser ce que tant d'hommes n'osent pas. Je salue votre courage, Lady Héloïse. Et vous, Montfaucon, qu'attendez-vous pour répondre ?» Le duc, bouleversé, prit la main d'Héloïse, la voix tremblante d'émotion. « Je n'ai jamais rêvé d'une telle audace, ni d'un tel bonheur. Oui, Héloïse, oui, je veux vous épouser. »
Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée, bientôt suivi d'un frémissement d'admiration. Le roi, satisfait, déclara solennellement que nul n'ose désormais s'opposer à cette union. La famille du duc, défaite, s'inclina devant la volonté royale. Les derniers obstacles venaient de tomber, balayés par la force du courage et la bénédiction du roi. Dans la salle éblouie, Héloïse sentit le poids des années s'envoler. Elle venait de briser toutes les chaînes, prouvant à tous, et surtout à elle-même, que rien n'était impossible à qui ose aimer. Mais alors que la musique reprenait, que la noblesse se réinventait une contenance, un doute demeurait. Qu'adviendrait-il dans ce nouveau monde qu'il venait d'inventer, des passions, des rancœurs et des secrets encore tapis dans l'ombre? Un matin de fin d'été, la lumière baignait la petite chapelle de pierre, nichée à l'abri des regards dans le parc du domaine Montfaucon. Il n'y avait ni cortège éclatant, ni foule de curieux, ni faste ostentatoire. Ce mariage-là, voulu par Héloïse et le duc, s'accomplissait dans la simplicité et la tendresse, loin des conventions qui avaient tant pesé sur leur vie. Dans la nef silencieuse, les bancs étaient occupés par quelques proches seulement. La mère d'Héloïse, pâle mais souriante, Lady Agathe, les mains jointes sur sa canne, la sœur cadette d'Héloïse, la famille du duc enfin réunie, et, en retrait, le roi, venu sans apparat, discret témoin de l'union qu'il avait su protéger. Héloïse avançait, le pas assuré, vêtue d'une robe claire, sans ornements inutiles. Dans ses yeux brillait une fierté tranquille, la même qui avait fait plier la société entière. À ses côtés, le duc la découvrait sous un jour nouveau, ému par la force qui se dégageait d'elle. Pour la première fois, il laissa tomber le masque de réserve, esquissant un sourire sincère, doux, complice, qui surprit tous ceux qui le connaissaient. Au moment d'échanger les vœux, leurs voix se rejoignirent, claires et fermes. « Je promets de marcher à vos côtés, non devant ni derrière. Je promets de ne jamais craindre vos élans, ni vos silences. » Le prêtre bénit l'union, et un souffle d'émotion parcourut l'assemblée. Les deux familles, longtemps divisées, échangèrent enfin des regards apaisés. Le vieux comte de Montfaucon s'inclina devant Héloïse à la sortie de la chapelle. « Vous avez su donner une nouvelle âme à notre nom, ma chère. » Lady Agathe, les larmes aux yeux, murmura à sa nièce. « Je t'ai cru perdue, et c'est toi qui nous as sauvés. » Le repas de noces, servi dans les jardins, réunit rires, souvenirs et promesses. Plus d'une fois, Héloïse croisa le regard du duc et lut dans ses yeux la gratitude, l'admiration et l'amour. Il n'était plus l'homme froid et distant des premiers séjours, mais un époux transformé, capable enfin de laisser parler son cœur. Un peu plus tard, alors que la lumière dorée s'étirait sur les pelouses, le duc s'approcha d'Héloïse à l'écart des invités. « Vous avez changé ma vie, Héloïse. Je croyais l'amour dangereux, et voilà qu'il me donne la force d'affronter le monde. » Elle sourit malicieuse. « C'est qu'il faut du courage pour aimer une femme indocile, votre grâce. » Il prit ses mains, les serra avec émotion. « J'ai appris, grâce à vous, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un don. Vous m'avez montré qu'un homme peut être honoré non par la rigidité, mais par la vérité de ses sentiments. » Elle glissa un baiser sur sa joue, le cœur léger. « Promettez-moi de ne jamais redevenir ce roc inaccessible. » Il répondit d'une voix grave et tendre. « Je vous promets d'être votre abri, mais aussi de m'ouvrir à la lumière que vous portez. » Les jours suivants, Héloïse s'imposa peu à peu dans la haute société. Elle ne courba pas l'échine devant les regards sceptiques, ni devant les vieilles dames aux propos acérés. Sa franchise, sa générosité, son sens de la justice séduisirent les plus réticents. Elle lança des œuvres de bienfaisance, défendit d'autres jeunes femmes victimes de rumeurs, s'invita dans les débats, refusa les faux-semblants. Le duc, d'abord inquiet de la voir tant s'exposer, apprit à respecter ce feu qui l'animait. Il la soutenait, parfois en silence, parfois d'une parole ferme. Un soir, lors d'un dîner, un père lui glissa à l'oreille. « Votre épouse bouleverse bien des traditions, mon faucon. » Le duc répondit, sans hésiter. « Elle les élève, et c'est tout à son honneur. »
Il n'était plus l'homme qui craignait le jugement de la société. Au contraire, il puisait dans l'amour d'Héloïse une assurance nouvelle, et sa tendresse exprimée sans honte devint la marque d'un renouveau. Les deux familles, autrefois en guerre, se retrouvaient autour de la jeune épouse, découvrant dans ses initiatives et ses paroles une raison d'espérer. Les anciennes rancœurs s'effaçaient. Même les créanciers, apaisés par la stabilité retrouvée, cessaient leurs menaces. Leur histoire, commentée dans toute l'Angleterre, devint un symbole. On parlait d'Héloïse et du duc comme d'un couple moderne, capable de défier les traditions sans les détruire, d'imposer l'amour sans renier l'honneur. Les jeunes filles rêvaient d'un avenir où elles pourraient choisir, elles aussi, et les mères citaient l'exemple d'Héloïse pour enseigner la force du caractère et la valeur de la loyauté. Un matin, alors que le soleil se levait sur le domaine, le duc rejoignit Héloïse dans la roseraie. « Croyez-vous, demanda-t-il, que le monde soit prêt à changer ?» Elle prit sa main, la posa sur son cœur. « Si nous l'avons fait, d'autres suivront. » Il la contempla, émerveillé par cette femme qui, par la seule force de son amour, avait transformé non seulement un homme, mais aussi deux familles et toute une société. Main dans la main, ils avancèrent vers l'avenir, conscients que la route resterait semée d'épreuves, mais certains que désormais, rien ne pourrait entamer la vérité de leur union. Ainsi s'achevait le murmure des rumeurs, et commençait l'histoire d'un courage, d'un amour véritable et d'une réconciliation, capable de changer le destin de tous ceux qui oseraient y croire.